Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique. Réduire l'existant à la série des apparitions qui le manifestent. Les apparitions se valent toutes et renvoient à d'autres. Le paraître suppose par essence quelqu'un à qui paraître. Un objet pose par principe la série de ses apparitions comme infinie. L'apparition, qui est finie, s'indique elle-même dans sa finitude. L'apparition a son être propre. L'objet ne possède pas l'être, et son existence n'est pas une participation à l'être, ni tout autre genre de relation. L'existant est phénomène. Il se désigne lui-même comme ensemble organisé de qualités. Lui-même et non son être. La connaissance ne pouvait à elle seule rendre raison de l'être. Toute conscience est conscience de quelque chose, Husserl. Expulser les choses de la conscience pour établir le vrai rapport de celle-ci avec le monde. La conscience réflexive pose la conscience réfléchie comme son objet. Alain, savoir, c'est savoir qu'on sait. La conscience n'est pas possible avant d'être, son être étant la source et la condition de toute possibilité, son existence impliquant son essence, nécessité de fait d'Husserl. En renonçant au primat de la connaissance, nous découvrons l'être du connaissant et rencontrons l'absolu. Le mode du pré-percipi est le passif. Je suis passif quand je reçois une modification dont je ne suis pas l'origine, ni le fondement, ni le créateur. Ainsi, mon être supporte une manière d'être dont il n'est pas la source. La conscience et conscience de quelque chose signifie que la transcendance est structure constitutive de la conscience. Elle n'est portée sur un être qui n'est pas elle, preuve ontologique. La conscience doit se produire comme révélation révélée d'un être qui n'est pas elle et qui se donne comme existant déjà lorsqu'elle le révèle. L'affirmation est toujours affirmation de quelque chose, l'acte affirmatif se distinguant de la chose affirmée. L'immanence est rapport à soi. L'être est en soi. L'être est ce qu'il est. Le concret est la totalité synthétique dont la conscience comme le phénomène ne constitue que des moments. J'interroge l'être sur ses manières d'être ou sur son être. L'être est cela, et en dehors de cela, rien. Le non-être apparaît toujours dans les limites d'une attente humaine. L'homme se détermine en face de la possibilité de non-être. La négation est une invention libre, elle nous arrache à ce mur de positivité qui nous enserre. Le non, comme brusque découverte intuitive, apparaît comme conscience du non. Pour Bergson, le néant est inconcevable. De l'être N ne dérivera jamais la négation. L'être pur et le non-être pur sont deux abstractions dont la réunion seule est la base de la réalité concrète. L'être coupé de l'essence devient la simple immédiateté vide. L'être pur, du point de vue de la vérité, se présente comme l'immédiat. L'être pur est l'abstraction pure, égale. Il n'y a rien dans le ciel et sur terre qui ne contienne en soi et l'être et le néant. L'être et le néant constituent deux contraires dont la différence n'est qu'une simple opinion. Le non-être n'est pas le contraire de l'être, il est son contradictoire. Si je nie de l'être toute détermination et tout contenu, ce n'est qu'en affirmant qu'au moins il l'est. Le néant est logiquement postérieur à l'être, puisqu'il suppose l'être pour le nier. La disparition totale de l'être ne serait pas l'avènement du règne du non-être, mais au contraire l'évanouissement concomitant du néant. Il n'y a de non-être qu'à la surface de l'être. Le néant fonde la négation. Il est à l'origine du jugement négatif, car il est lui-même négation. Il fonde la négation comme acte, car il est la négation comme être.
Seul l'être peut se néantiser, car pour se néantiser, il faut être. Le néant n'est pas, le néant est été. Le néant ne se néantise pas, le néant est néantisé. L'être ne saurait engendrer que l'être, et il ne sortira de lui que de l'être. La liberté, c'est l'être humain mettant son passé hors de jeu, en sécrétant son propre néant. Kierkegaard. L'angoisse se distingue de la peur par ceci que la peur est peur des êtres du monde, et que l'angoisse est devant moi. Le vertige est angoisse, non de tomber, mais de me jeter. Le vertige s'annonce par la peur, l'indécision appelle la décision, et on s'éloigne brusquement du bord du précipice et on reprend sa route. L'essence, c'est tout ce que la réalité humaine saisit d'elle-même, comme ayant été. Dans mes actes quotidiens, je suis engagé, j'ai parié, je découvre mes possibles. Mon attitude vis-à-vis des valeurs est éminemment rassurante. Je suis engagé dans un monde de valeurs. L'immédiat, c'est le monde où je m'engage avec son urgence. Notre être est immédiatement en situation. L'angoisse est la saisie réflexive de la liberté par elle-même. La fuite devant l'angoisse est effort de distraction devant l'avenir en désarmant la menace du passé. Par une projection de la liberté que nous saisissons en nous dans un objet psychique qui est le moi. Bergson masque notre angoisse aux dépens de la conscience même. Pouvoir néantisant l'angoisse que je fuis en s'anéantissant. En tant que personne humaine, comme une négation perpétuelle, ce que Scheller appelle l'homme du ressentiment, le non. Le mensonge est un phénomène normal, ce que Heidegger appelle le Mitsein. Le menteur fait en toute lucidité le projet du mensonge ayant compréhension de la vérité qui l'altère. Par le mensonge, la conscience affirme qu'elle existe par nature, comme cachée à autrui, utilisant à son profit la dualité ontologique du moi et du moi d'autrui. La conscience s'affecte elle-même de mauvaise foi, phénomène évanescent de me mentir. L'interprétation psychanalytique utilise l'hypothèse d'une censure. Je ne puis me connaître que par l'intermédiaire d'autrui. Par rapport à mon ça, je suis dans la position d'autrui. L'essence même de l'idée réflexive de se dissimuler quelque chose implique l'unité d'un même psychisme. Le garçon de café s'amuse et sans s'en rendre compte, il joue à être un garçon de café. Une sorte de repérage et d'investigation, l'enfant jouant avec son corps pour l'explorer. Le public réclame des commerçants une cérémonie. L'épicier doit faire la danse de l'épicier, politesse. L'idéal de sincérité est une tâche impossible à remplir. Être sincère, c'est être ce qu'on est. Quand tu dois, donc tu peux. Le champion de la sincérité n'ignore pas la transcendance de la réalité humaine et sait, au besoin, la revendiquer à son profit. Lutte à mort des consciences que Hegel nomme le rapport du maître et de l'esclave. Je crois que mon ami Pierre a de l'amitié pour moi, et je le crois de bonne foi. Je me laisse aller à des impulsions de confiance. L'acte premier de mauvaise foi est pour fuir ce qu'on ne peut pas fuir, pour fuir ce qu'on est. Je dois jouer à être un garçon de café pour l'être. On concède au conatus l'efficience d'une cause. Descartes définit la transcendance de la réalité humaine par son propre dépassement vers ce qu'elle manque. La conscience réflexive peut être dite conscience morale, car elle ne peut surgir sans dévoiler du même coup les valeurs. La réalité du possible est uniquement celle de la pensée divine. Leibniz, Spinoza. La saisie du possible suppose un dépassement originel. La conscience de lire n'est pas conscience de lire, mais celle de lire ce livre. L'ego n'appartient pas au domaine du pourquoi. L'ego est en soi, non pour soi. C'est dans le temps que mes possibles apparaissent à l'horizon du monde qu'ils font mien. Toute théorie sur la mémoire implique une présupposition sur l'être du passé. Le passé n'est pas rien, il est lié à un certain présent et futur.
Claparède parle de moi-itié, moi-ité, rapport ontologique qui unit le passé au présent. Malraux, ce qu'il y a de terrible dans la mort, c'est qu'elle transforme la vie en destin, réduisant le pour soi pour autrui à l'état de simple pour autrui. Le passé peut bien hanter le présent, il ne peut pas l'être. C'est le présent qui est son passé. L'être présent est le fondement de son propre passé. Je ne suis pas mon passé. La rancune d'autrui me surprend et m'indigne toujours. Comment peut-on haïr en celui que je suis, celui que j'étais? Mon essence est au passé, c'est la loi de son être. Le passage au passé est modification d'être. L'étude du passé nous renvoie à celle du présent. Le passé est en soi, le présent est pour soi. Husserl remarque que le passé est le terme idéal d'une division poussée à l'infini, à néant. Mon présent, c'est d'être présent. Le futur est ce que j'ai à être. Il est quelque chose qui attend le pour soi que je suis. Le passé est l'être que je suis hors de moi. Kant appelle l'ordre du temps cet écoulement. La temporalité est une force dissolvante, mais au sein d'un acte unificateur. Ébauche de dissociation au sein de l'unité. L'avant et l'après ne sont intelligibles que comme relations internes. Le passé est une structure nécessaire du pour-soi, car le pour-soi ne peut exister que comme un dépassement néantisant. Le pour-soi se saisit comme un certain manque. Le passé est une fatalité à rebours. Le réflexif est séparé du réfléchi par un néant. La réflexion comme effort de récupération d'un pour-soi. Le présent est saisi dans sa qualité réelle d'être là. La conscience réflexive se constitue comme conscience de durée, et la durée psychique apparaît à la conscience. Le concret s'est découvert à nous, comme la totalité synthétique dont la conscience comme le phénomène ne constitue que des articulations. Il n'est d'autre connaissance qu'intuitive. La déduction et le discours, improprement appelés connaissances, ne sont que des instruments qui conduisent à l'intuition. L'intuition est la présence de la conscience à la chose. Nécessité pour la conscience d'être conscience de quelque chose, sinon elle est conscience de rien. La connaissance est le monde, ou comme le dit Heidegger, le monde est, en dehors de cela, rien. Ce rien est la réalité humaine elle-même, négation radicale par quoi le monde se dévoile. Le type d'existence du pour-soi est pure négation interne. Le sens à venir de la négation est d'être, ce qui manque à la négation du pour-soi pour devenir négation en soi. Dans l'unité extatique de son être, c'est à partir du passé que le pour-soi ne fait annoncer ce qu'il est à l'avenir. Le pour-soi révèle l'encrier comme encrier. La question du sens de la totalité vie-travail. Pourquoi vivre si c'est pour travailler? Mon possible est la reprise libre de mon passé, en tant que cette reprise peut le sauver en le fondant. Je fuis l'être sans fondement que j'étais, vers l'acte fondateur que je ne puis être que sur le mode du serait. Le temps universel vient au monde pour le pour-soi, il est temporalité. L'être est ce qu'il est. Il est d'emblée être. Le présent du pour-soi est présence à l'être, et en tant que tel, il n'est pas, il est dévoilement de l'être. Ce pur vacillement d'être est aventure contingente de l'être. Le pour-soi ne peut le saisir qu'à travers l'extase temporelle. Le pour-soi est au présent présence à l'être. Le temps apparaît comme forme finie et organisée au sein d'une dispersion infinie. Le temps apparaît par trajectoire. Notre corps a pour caractère particulier d'être le connu par autrui. Ce que je connais, c'est le corps des autres, et ce que je sais de mon corps vient de la façon dont les autres le voient, le pour autrui. La réalité humaine est pour soi. C'est à mon sujet que je me soucie. C'est la colère d'autrui qui apparaît à mon sens intime. Autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas moi. Négation comme structure constitutive de l'être autrui. Entre autrui et moi-même, il y a un néant de séparation.
Pour Schopenhauer, mon corps n'est rien d'autre que l'objet immédiat. Pour Husserl, autrui est l'objet d'intentions vides. Autrui se refuse par principe et fuit. La seule réalité est celle de mon intention. L'autre me saisit comme lié à un corps et immergé dans la vie, je ne suis moi-même qu'un autre. Pour me faire reconnaître par l'autre, je dois risquer ma propre vie. La connaissance commence avec la réflexion. Hegel convient que la relation maître-esclave n'est pas réciproque. L'existence de l'autre est nécessaire pour que je sois objet pour moi. Optimisme ontologique d'Hegel. La vérité est vérité du tout. On rencontre autrui, on ne le constitue pas. La nécessité de l'existence d'autrui doit être une nécessité contingente, nécessité de fait avec laquelle s'impose le cogito. À l'immanence absolue, il faut demander de nous rejeter dans la transcendance absolue. Au plus profond de moi-même, je dois trouver non des raisons de croire à autrui, mais autrui lui-même comme n'étant pas moi. Pour Hegel, chaque autrui trouve son être en l'autre. Autrui est objet pour moi. L'œil n'est pas saisi d'abord comme organe sensible de vision, mais comme support du regard. L'apparition de l'autre est pour Gide la part du diable, et pour Kafka, l'envers imprévisible et pourtant réel. Nous pouvons nous considérer comme des esclaves en tant que nous apparaissons à autrui. Je suis esclave dans la mesure où je suis dépendant dans mon être au sein d'une liberté qui n'est pas la mienne et qui est la condition même de mon être. Le regard d'autrui comme condition nécessaire de mon objectivité. Par le regard, j'éprouve autrui concrètement comme sujet libre et conscient qui fait qu'il y a un monde en se temporalisant vers ses propres possibilités. Autrui, c'est ce moi-même dont rien ne me sépare. La honte est révélation d'autrui. La qualification de méchant me caractérise comme en soi. Il a dans tout regard l'apparition d'un autrui objet. Le cogito, cartésien, ne fait qu'affirmer la vérité absolue d'un fait, celui de mon existence. De même, le cogito élargi nous révèle l'existence d'autrui et mon existence pour autrui. Selon les termes de Spinoza, la pensée ne peut être limitée que par la pensée et la conscience ne peut être limitée que par la conscience. Tout l'être que j'ai à être est à sa limite comme une courbe asymptote à une droite. La honte est appréhension unitaire des trois dimensions. J'ai honte de moi devant autrui. La fierté ou la vanité est un sentiment sans équilibre et de mauvaise foi. Les behavioristes interprètent l'homme à partir de sa situation. La relativité de la science moderne vise l'être. L'homme et le monde sont des êtres relatifs et le principe de leur être est la relation. Il n'y a que le point de vue de la connaissance engagée. L'espace réel du monde est l'espace que Lévin nomme odologique. Être pour la réalité humaine, c'est être là. C'est une nécessité ontologique. La connaissance et l'action ne sont que deux faces abstraites d'une relation originelle et concrète. Le corps est la forme contingente que prend la nécessité de ma contingence. Il n'est rien d'autre que le pour soi. J'appelle subjectivité l'objectivité que je n'ai pas choisie. La sensation est l'argument cynique du menteur, où le créteau a dit « vrai qu'il se trouve mentir ». Une sensation est subjectivité pure. Auguste Comte, l'œil ne peut pas se voir lui-même. La vérité de notre vision est objective. Le corps de l'autre m'apparaît comme un instrument parmi d'autres instruments. Outil à manier des outils. Le monde se dévoile comme un creux toujours futur, car nous sommes toujours futurs à nous-mêmes. Bachelard reproche à la phénoménologie de ne pas assez tenir compte du coefficient d'adversité des objets. Le corps ne peut être que le dépassé, centre de référence de son immobilité figée. Le corps est le passé. Structure permanente de mon être et condition permanente de possibilité de ma conscience. Le corps est pour moi insaisissable, forme contingente que prend la nécessité de ma contingence. Mon corps est une structure consciente de ma conscience. Le corps est le négligé, le passé sous silence, le reste est néant et silence.
L'objet de ma conscience est par exemple ce livre, et à travers le livre, les vérités qu'il signifie. Ma lecture est un acte qui implique dans sa nature même l'existence du monde comme un fond nécessaire. Mon corps dans la souffrance est un pur corrélatif noématique, d'une conscience réflexive, corps psychique. Le mal n'est pas connu, il est souffert. La conscience ne cesse pas d'avoir un corps. Je connais autrui par les sens. Le corps d'autrui est signifiant. La signification n'est rien d'autre qu'un mouvement fiché de transcendance. Le corps est totalité des relations signifiantes au monde. Il y a une cryptologie du psychique car certains phénomènes sont cachés. Le corps est l'objet psychique par excellence, le seul objet psychique. Le caractère est essentiellement pour autrui. Le caractère s'identifie avec le corps. Le corps pour autrui est l'objet magique par excellence. Le corps est l'instrument que je suis. Il y a relation du pour-soi avec l'en-soi, en présence de l'autre. Le pour-soi comme néantisation de l'en-soi se temporalise comme fuite vers. Le pour-soi est fondement de toute négativité et de toute relation. Le conflit est le sens originel de l'être pour autrui. Autrui détient en secret le secret de ce que je suis. Un héros de Proust installe chez lui sa maîtresse et la met en totale dépendance matérielle, et il est pourtant rongé de soucis. Dans l'amour, au contraire, l'amant veut être tout au monde pour l'aimer. Il veut être l'objet dans lequel la liberté d'autrui accepte de se perdre. L'idéal du sage et l'idéal de celui qui veut être aimé coïncident, car l'un et l'autre veulent être totalité-objet, accessible à une intuition globale. L'amour est un absolu, perpétuellement relativisé par les autres. Il faudrait être seul au monde avec l'aimé pour que l'amour conserve son caractère d'axe de référence absolue. De là la perpétuelle honte de l'amant. Le masochisme est un perpétuel effort pour anéantir la subjectivité du sujet, conscience de l'échec. Le désir est par soi-même irréfléchi. Il ne saurait se poser lui-même comme objet à supprimer. Celui qui désire, c'est moi, et le désir est un mode singulier de ma subjectivité. La faim, comme le désir sexuel, suppose un certain état du corps. Ordinairement, c'est à l'occasion de la présence de l'autre que le monde se découvre comme un monde du désir. Le sadisme est passion, sécheresse et acharnement. L'accent est mis sur l'appropriation instrumentale de l'autre incarné. Sadisme, indifférence et désir renferment le principe de son échec. Le sadique découvre son erreur lorsque sa victime le regarde, car il éprouve l'aliénation absolue de son être dans la liberté de l'autre. C'était cette liberté-là qu'il voulait asservir, et le sadique se rend compte de la vanité de ses efforts. Dès lors que j'existe, j'établis une limite de fait à la liberté d'autrui. Je suis cette limite, et chacun de mes projets trace cette limite autour de l'autre. Réaliser la tolérance autour d'autrui, c'est faire qu'autrui soit jeté de force dans un monde tolérant. La condition première de l'action, c'est la liberté. C'est l'acte qui décide de ses fins et de ses mobiles, et l'acte est l'expression de la liberté. Être pour le pour-soi, c'est néantiser l'en-soi qu'il est. La liberté ne saurait être rien d'autre que cette néantisation. L'homme est libre car il n'est pas soi, mais présence à soi. L'être qui est ce qu'il est ne saurait être libre. La liberté, c'est précisément le néant qui est été au cœur de l'homme et qui contraint la réalité humaine à se faire au lieu d'être. Être, c'est se choisir. La liberté n'est pas un être, elle est l'être de l'homme, c'est-à-dire son néant d'être, volonté. La volonté est la manifestation privilégiée de la liberté. La liberté étant assimilable à mon existence et fondement des fins que je tenterai d'atteindre soit par la volonté, soit par des efforts passionnels. Constantin avait tout à perdre à embrasser le christianisme. Il a donc cédé à une impulsion soudaine d'ordre pathologique ou divin, Ferdinand Lotte. L'acte volontaire se distingue de la spontanéité non volontaire en ce que la seconde est conscience purement irréfléchie des motifs à travers le projet pur et simple de l'acte.
La structure de l'acte volontaire exige une conscience réflexive. Comprendre l'échec à partir de la libre esquisse de mes choix dans le monde. Est compréhensible toute action comme projet de soi-même vers un possible. L'acte fondamental de liberté est un acte constamment renouvelé. Il est choix de moi-même dans le monde, découverte du monde. La liberté du pour soi apparaît comme son être. Étant libre, je projette mon possible total. Être libre signifie se déterminer à vouloir par soi-même. Être libre signifie être son propre fondement. La liberté est un moindre être qui suppose l'être pour s'y soustraire. Le surgissement de la liberté se fait par la double néantisation de l'être qu'elle est et de l'être au milieu duquel elle est. Naître, c'est prendre sa place, ou plutôt la recevoir. La liberté est l'appréhension de ma facticité. La signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Perpétuelle remise en question du passé que les sages exprimèrent par « nul ne peut être dit heureux avant sa mort ». L'historialisation perpétuelle du pour soi est affirmation perpétuelle de sa liberté. Bergson, une modification de ma place entraîne le changement total de mes entours. Être libre, c'est être libre pour faire, et c'est être libre dans le monde. Le langage seul m'apprendra ce que je suis. Le langage me renseigne sur mes limites. La liberté est totale et infinie quand elle ne rencontre jamais de limites. Rilke s'efforce de montrer que la fin de chaque homme ressemble à sa vie, car toute la vie individuelle a été préparation de cette fin. Malraux montre que la culture européenne, en donnant à certains Asiatiques le sens de leur mort, les pénètre soudain de cette vérité désespérante et enivrante que la vie est unique. Boisselot entend le jugement dernier comme un arrêt du compte qui fait qu'on ne peut plus reprendre son coup et qu'on est enfin ce qu'on a été irrémédiablement. Pour Leibniz, nous sommes libres car tous nos actes découlent de notre essence. C'est l'arrêt du compte qui donne son sens et sa valeur à notre vie. Le suicide ne saurait être considéré comme une fin de vie dont je serai le propre fondement. Le suicide est une absurdité qui fait sombrer ma vie dans l'absurde. Pour Malraux, la mort transforme la vie en destin. Par son côté négatif, la mort est néantisation de mes possibilités. L'homme est condamné à être libre et porte le poids du monde tout entier sur les épaules. Il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être. La responsabilité du pour soi est accablante. Tout événement du monde est une chance, moyen de réaliser cet être qui est en question dans notre être. Mais la plupart du temps, nous fuyons l'angoisse dans la mauvaise foi. J'aurais pu, écrit Flaubert, être un grand acteur. Mais être pour Flaubert, comme pour tout sujet de biographie, c'est s'unifier dans le monde. L'homme est l'être qui projette d'être Dieu. Valeur et but suprême de la transcendance. Être homme, c'est tendre à être Dieu, ou si l'on préfère, l'homme est fondamentalement désir d'être Dieu. La liberté est un choix qui se crée ses propres possibilités. Le seul être qui peut être dit libre, c'est l'être qui néantit son être. La psychanalyse existentielle découvre le but réel de sa recherche, qui est l'être comme fusion synthétique de l'en-soi avec le pour-soi. Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique. Merci.